Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la guerre de gang, qui a dans 90% des entreprises que je vois, c'est-à-dire qui doit générer les leads entre le marketing et les ventes. On a l'impression qu'il y a deux clans qui s'opposent, le marketing qui vient se plaindre que les sales se reposent trop sur eux et les sales qui disent que le marketing n'envoie pas assez de leads ou alors n'envoie que de la daube et qu'ils ne peuvent pas faire leur métier de sales, c'est-à-dire de vendre et de closer. Donc tout ça, ça crée un joyeux bordel dans absolument toutes les boîtes. Personne comprend vraiment le rôle de l'autre et tout le monde se renvoie la balle. La personne qui en pâtit, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui est à la tête de tout ça et bien souvent le chiffre d'affaires de la boîte parce que on est complètement désaligné. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de dire que c'est uniquement le market qui doit générer des leads ou uniquement les sales qui doivent générer des leads. Il n'est pas question de se renvoyer la balle, mais plutôt de travailler en équipe et surtout de se poser la question comment on vient créer un système qui va être performant par rapport à la taille de son entreprise, à l'avancée de son entreprise et qui est responsable de quoi concrètement à l'intérieur de tout ce marasme qui est l'acquisition. Mais déjà, on va définir peut-être les rôles de chacun parce que sinon, ça va être compliqué de s'en sortir. Le rôle du commercial, au départ, c'est de closer. Voilà, qu'on le veuille ou non, lui, c'est la vente. C'est pas pour rien. Quand on dit de la vente, c'est pas générer de l'opportunité, c'est la vente. Il est payé à la commission, il n'est pas payé à l'opportunité qu'il va aller générer, mais il est payé vraiment à ce qui va aller closer et donc ce qui va encaisser in fine. C'est comme ça depuis des années et forcément, un bon commercial, il a tout intérêt à être en train de vendre plutôt qu'à être en train d'aller générer des leads. S'il pouvait passer 100% de son temps en train de pitcher, en train de faire des démos, en train de répondre à des questions des clients, des prospects plutôt et des futurs clients et d'y répondre, ce serait quand même magnifique. Parce que la réalité, c'est que quand on parle de taux de closing, si on dit 30-40% de taux de closing, c'est sur des personnes qualifiées. Or, quand il est en train d'appeler des personnes, on en est encore très loin du pitch. Il va se passer plein de choses entre le no-show, la disqualification des prospects, le manque d'intérêt des leads, avant d'arriver à la vente. Donc en fait, faut comprendre dans quoi évolue le sales et à quoi il est conditionné, mais à quoi il est commissionné et qu'est-ce qui le fait vivre. Ça, c'est la réalité. Donc si tu lui fais passer 50% de son temps à prospecter dans le dur, en fait, tu vas le cramer. Et derrière, il ira ailleurs. La vérité, c'est que on dit oui, les bons sales doivent prospecter systématiquement, etc. C'est des gens qui savent tout gérer et ainsi de suite. Peut-être. Sauf que si tu as des sales qui sont juste en train de prospecter ou qui sont en train de passer 50% du temps à prospecter, le sales, il va se barrer parce qu'il peut gagner plus ailleurs. Donc ça, c'est un premier truc à vraiment comprendre. C'est que tes bons sales, ils ont tout intérêt à vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire de prospection, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une compétence qui est indispensable. On va voir qu'il y a des métiers dans le sales qui sont là uniquement pour prospecter et d'autres qui sont là uniquement pour closer. Il y a plusieurs écoles, mais un bon sales, si tu le fais trop prospecter, si tu le mets que à faire du cold call, chose qui pourrait être facilement déléguée à d'autres personnes, il va se barrer. Ensuite, le rôle du marketing. C'est pas juste faire des posts LinkedIn, c'est pas juste faire des pubs Google ou travailler la brand, mais c'est clairement faciliter la vie des commerciaux. Et donc, ça va passer effectivement par travailler la brand pour que les commerciaux soient bien, ça va être par éduquer le prospect avant le call, limiter les no-shows et surtout envoyer des leads qualifiés aux commerciaux. Il faut savoir que le commercial est la continuité du marketing. En fait, le commercial est le bras armé du marketing. Donc, tu peux pas considérer l'un sans l'autre et tu peux pas regarder la finalité, le chiffre d'affaires en disant « Ah tiens, on n'a pas atteint les résultats aujourd'hui, c'est la faute des commerciaux ». La réalité, c'est que c'est pas la faute des commerciaux. C'est une partie la faute des commerciaux, c'est une partie la faute du marketing, c'est peut-être une partie la faute du produit. Mais en fait, le commercial n'est que le bout et le maillon définitif de cette chaîne. Et donc, forcément, celui où on est capable d'attribuer ou non une performance qui va être le chiffre d'affaires qui va être signé, closé et derrière encaissé. Mais ce chiffre d'affaires-là, c'est la fin en fait et la finalité de toute une chaîne. Comme si tu bossais dans un restaurant et que si tu avais que des mauvaises notes, ce serait uniquement la faute du serveur. Non. Avant ça, depuis 8 heures du mat, tu as des gens qui se lèvent, qui préparent de la bouffe, qui font des préparations, qui vont cuisiner et ainsi de suite. Tu as des gens qui vont accueillir, qui vont placer les serveurs, etc., qui vont placer les clients, pardon, etc. Et donc, c'est l'ensemble d'une expérience. Le serveur, c'est juste que c'est lui qui va poser l'assiette sur la table, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va être responsable de tout ce qui va se passer à l'intérieur du restaurant. Il y a toute une chaîne alimentaire qui vit grâce
à la finalité qui est la vente de la part du commercial. Donc ça, il faut aussi le comprendre, c'est que c'est une continuité, c'est pas une opposition. Chacun bosse l'un pour l'autre, ok? Et le sales est le bras armé du marketing et la personne qui est sur le terrain pour le marketing. Donc en fait, il va y avoir des différences en fonction des boîtes parce que déjà, il n'y a pas toujours de pôle marketing ou de pôle sales. Il va y avoir des moments où les frontières sont un peu plus nébuleuses. Si on prend de la TPE, de la PME, parfois tu vas avoir des entrepreneurs qui font en même temps du sales et en même temps du market. Donc si tu es une boîte early stage, oui, tes sales doivent mettre les mains dans le cambouis, prospecter, networker, faire du personal branding. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de pôle marketing qui va venir te nourrir. Nous, on accompagne des boîtes qui font entre 0 et 10 000 euros. T'es entrepreneur, en fait. Déjà, t'as pas à avoir de commerciaux à ce moment-là. Et en plus de ça, tu dois faire de la vente et tu dois faire du marketing. Donc, tu dois être en capacité d'aller chercher justement tes propres deals avec, de préférence, des canaux directs, des canaux qui vont te permettre de communiquer rapidement avec des personnes. Donc, le cold call, demain, j'ai un numéro de téléphone, je décroche mon téléphone, je tombe sur quelqu'un, en 10 secondes, on peut avoir un échange et booker un rendez-vous. Si tu fais des ads, ça va te demander un petit peu plus d'expérience, d'expertise, un peu plus de complexité et de budget. Pareil, LinkedIn, le setting sur LinkedIn, c'est génial. Tu envoies une conversation, tu as accès à plein de décideurs, tu peux leur parler en direct. Et donc, les amener rapidement au rendez-vous. Ça va être pour une entreprise early stage. Il n'y a même pas de débat, en fait. C'est le sales et donc la personne qui doit faire les ventes qui va aller générer ses propres opportunités. Ok? Quand tu es dans une scale-up ou quand tu es sur une boîte qui commence à évoluer un petit peu, peut-être de la PME, là, tu vas pouvoir commencer à structurer un vrai marketing. Alors, je te dis PME, la réalité, c'est que ça peut démarrer bien avant, mais tu commences à structurer avec une vraie équipe marketing, plus éventuellement des SDR qui préparent le terrain. Les SDR, ils sont affiliés à l'équipe de vente, pour autant, leur rôle est d'aller développer clairement les opportunités et d'aller booker les rendez-vous, peut-être pour des accounts exécutifs ou pour des commerciaux qui vont faire les démos. Donc là, tu vas avoir un petit peu des deux souvent. Tu vas avoir un petit peu de prospection d'un côté, mais tu vas aussi avoir une partie des leads qui vont être générés par le marketing. Par contre, là, quand tu rentres dans les grosses boîtes, c'est carrément un écosystème global. Donc, tu vas avoir de l'inbound, tu vas avoir de l'outbound, des partenaires, des events, de la recommandation. Et en fait, tout le monde va peut-être aller bosser sur ces différents points. Tu vas avoir des équipes market sales qui vont bosser sur la partie événement, t'en as qui vont bosser uniquement sur la BU inbound, d'autres sur de l'outbound, d'autres qui vont travailler sur de la recommandation. Le market va peut-être faire de l'affiliation et le sales va essayer de bosser sur de la recommandation et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de strates commerciales. Pour autant, c'est souvent un joyeux bordel à l'intérieur de ces boîtes-là. Pourquoi c'est un joyeux bordel et pourquoi les gens ne se mettent jamais d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'objectif clair, défini et commun. C'est-à-dire que les marketeurs se disent, tiens, on doit générer 300 leads. S'il y a 300 leads, quantitativement parlant, l'objectif est atteint, que les sales se démerdent, sans prendre en compte la qualité dans la plupart des boîtes. Donc en fait, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de revenus qui transpirent. Ils savent pas pourquoi ils sont en train de faire ça et pourquoi ils sont en train de nourrir en fait les commerciaux et donc ils s'intéressent pas forcément au ROI concret des campagnes et de ce qu'ils vont aller générer. Ils vont s'arrêter juste à des critères très spécifiques et donc ça va pas communiquer. Ou alors quand ça va communiquer, ça va friter direct parce que le commercial va faire remonter des informations. Le marketing va s'en tamponner des informations qui vont remonter par le commercial qui est sur le terrain et qui vit les rendez-vous sur la qualité et ainsi de suite. Et le marketing va dire, ah non, mais attends, c'est parce que les mecs, ils savent pas bosser, les mecs, ils savent pas vendre. Et donc, ils arrivent juste pas à vendre alors que nos leads sont géniaux. Et à l'inverse, t'as des commerciaux qui, par moment, vont, eux, avoir zéro résilience. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils attendent les bras croisés et en fait, il va rien se passer. Et quand il y a des leads qui sont pas qualifiés, alors qu'ils devraient être en train d'aller chercher leur propre lead, d'aller chercher leur propre pipe et de se créer des opportunités, ils vont attendre au marketing. Et donc, tout le monde se regarde comme ça. Il y a une guerre froide qui s'installe et là, ça fonctionne plus. Donc, ce qu'il faut que tu fasses dans ta boîte, c'est d'aller définir des objectifs vraiment de qualité au-delà d'objectifs de quantité. Regardez d'autres data que cette data qui va être juste le top, qui est le nombre de leads qui va être généré.
regarde ton taux de no-show, regarde le pourcentage de qualification, regarde si entre tes sales, tu as un pourcentage de qualification qui va être équivalent, regarde le nombre de démos bookées et regarde le nombre de démos bookées et réalisées par canaux. Parce que peut-être que tu auras 100 leads, par exemple, qui viennent de TikTok ou 100 leads qui viennent de LinkedIn ou 100 leads qui viennent de Meta Ads, mais tu n'auras pas les mêmes métriques. T'en as qui vont être plus ou moins qualifiés, donc peut-être que tu as des canaux qui sont à kill parce que c'est génial, tu as plein de gens qui bookent. Par contre, les trois quarts des gars qui sont en train de booker, c'est des personnes qui ont pas un rond, qui sont dans des pays du tiers-monde et qui peuvent absolument pas se payer les services. Et ça arrive souvent. Et dans ces cas-là, tu dois aller disqualifier les personnes systématiquement. T'en as qui viennent disqualifier par rapport à de l'âge, parce que la moitié des gens qui vont booker, ça va être des mineurs qui peuvent même pas payer, qui ont même pas de carte bleue. Tout ça, tu dois le prendre en compte et tu dois pas prendre juste un chiffre et un numéro parce que ça va frustrer tout le monde. Pour un peu mettre en garde sur ces sujets-là, il faut être extrêmement vigilant à la culture que tu vas mettre et extrêmement vigilant à la communication qu'il va y avoir entre ton pôle sales et ton pôle market. Et donc ça va être aussi le rôle des directeurs de pôle. Ça va être de pouvoir communiquer pour pouvoir aligner systématiquement les objectifs et avoir une remontée d'informations systématique entre le marketing, le produit et la partie sales. Parce que si tu as une culture du débrouille-toi en mode les sales, démerdez-vous et vous allez développer parce que vous êtes des magiciens, parce que bien évidemment, quand tu arrives et que tu essayes dans une boîte, allez, toi, fais de la magie, tu sais vendre, c'est génial, vas-y, prends les clés du camtar et vas-y. Non, là, tu vas perdre tes meilleurs sales direct. Parce que s'ils doivent se démerder, il va se dire, attends, moi, si je peux aller dans des boîtes où j'ai 5, 6, 7 calls bookés dans la journée et que j'ai juste à vendre, c'est là où je gagnerai le plus. Donc, tu peux pas avoir une culture en mode débrouille-toi en disant, non, mais c'est la culture du hustle, il faut qu'on y aille. Le sales, il est là pour vendre, il est là pour développer son portefeuille et il doit se débrouiller. Non, ça fonctionne pas. À l'inverse, si tu as des sales qui se reposent uniquement sur le marketing, tu vas créer une dépendance qui est dangereuse. Et donc, si ça se passe mal, s'il y a un truc qui se passe pas bien, un algorithme qui change, je sais pas, au niveau du marketing, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Et ben là, en fait, tu vas avoir une équipe sales, surtout si tu as des CDI, qui vont avoir un taux d'occupation qui va baisser. Et donc, si ton taux d'occupation baisse, tu vas payer la plupart de ton équipe sales pour absolument rien. Surtout si c'est des CDI et qu'ils ont des fixes. Et donc là, il faut qu'ils puissent se réveiller parce que si tu as un sales qui a 50% de taux d'occupation, ça veut dire que 50% du temps, tu le payes à ne rien faire, à regarder les mouches, à relancer des anciens deals, et ainsi de suite. Et donc, il faut que tu aies des actions que tu mettes en place systématiquement pour que ton sales puisse aller se chercher des rendez-vous. Se chercher des rendez-vous, c'est pas forcément que des nouvelles opportunités. Ça peut être relancer des no-shows, ça peut être aller diguer un peu dans son pipe et essayer de voir à quel endroit il peut y avoir des personnes à aller relancer. Ça peut être aller chercher des recommandations, ça peut être faire des posts sur LinkedIn, ça peut être aller voir d'anciens clients, essayer de faire des cross-sells, des upsells. Mais il faut que le sales soit actif dans la création de son propre écosystème pour une meilleure résilience et pour éviter de se retrouver sur le carreau le jour où le market ne fonctionne plus. Donc, pour moi, une bonne acquisition saine, ça va être ce qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est quoi? C'est un tiers inbound, marketing, ok? Un tiers outbound, prospection, SDR, sales, setter, peu importe. Peut-être que ça peut être une équipe setting qui est dissociée de l'équipe sales. Et il n'y a pas de problème. Au moins, il y a une résilience et donc il y a un autre tiers. Sinon, tu as une autre possibilité qui va être la recommandation et le network. Donc là, le sales, clairement, va avoir la main sur la recommandation, sur le réseau et donc il peut aller créer son propre écosystème et se générer des opportunités ultra qualifiées qui dépendent uniquement de lui. Donc c'est ça qui va rendre une boîte résiliente, ok? C'est d'aligner tout le monde et surtout de diversifier les canaux et que chacun comprenne un peu les rôles de chacun et que chacun surtout se responsabilise sur ses métriques. La quantité, mais surtout la qualité des leads qui vont être fournis par le marketing, mettre en face des leads les bons canaux, faire monter le niveau de maturité et que les sales soient pas là à gober les mouches toute la journée, à attendre que ça se passe et à regarder le marketing, leur envoyer des leads et juste à se plaindre. Donc un sales doit être capable de se créer son écosystème, mais il doit aussi avoir une machine marketing qui lui envoie du carburant. Alors qui doit ramener les clients? La réponse c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est pas une guerre, c'est une équipe.
Et si le sales et le marketing ne jouent pas ensemble, bah, tu vendras pas et ça va être très compliqué. Pour toi, ça va être compliqué pour ta boîte. Donc, si tu es directeur marketing, je t'assure que tu vas passer un meilleur moment en allant parler un petit peu au directeur commercial ou au sales, en allant communiquer avec le terrain pour comprendre ce que tu dois pousser concrètement au lead. Si tu es directeur commercial, va parler avec le marketing parce que ça va te permettre d'atteindre plus facilement les objectifs. Et si tu es l'entrepreneur qui est à la tête de tout ça, bah, prends tout le monde par le col et tu les mets dans une pièce et tu les fais un petit peu parler et tu verras que ça va t'aider grandement. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. On enchaîne sur une autre vidéo derrière celle-là et je te dis à bientôt.